D'accord? Et Deleuze, vas-y que mon Deleuze, vous connaissez un peu Deleuze. Allez, c'est parti. Deleuze, comment il part. Si on veut être rigoureux, nous devons prendre chacun des mots, enfin très à la Deleuze, nous devons prendre chacun des mots au sérieux. De point. Là, il nous fait un raisonnement incroyable sur ce passage, qui ne comprend pas que cette phrase. Il y a 4-5 phrases. 3-4 phrases peut-être dedans. Je ne lisais pas exactement, c'est dommage, c'est sur ma thèse, mais bon, on pourrait le retrouver. Voilà. Et il fait tout un développement sur la volonté de puissance. En l'occurrence, il fait un développement sur la volonté de puissance en essayant d'analyser la volonté de puissance justement en rapport avec la gomme et la différence. C'est là où il parle du différentiel. D'accord? Voilà. Bon. Ok. Diorio, lui, philosophe moyen, deleuzien très moyen. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, je ne vais pas m'embêter, enfin, s'il l'a lu, mais d'emblée, il part avec un a priori, c'est qu'il dit, bon, il part de ce fragment-là. Ce fragment-là, il l'a récupéré dans le Bianchi, dans la volonté de puissance. Or, il s'avère que le véritable texte ne dit pas Welt, mais Ville. C'est ce qu'a vu Diorio, c'est ce qu'a vu Montinari en faisant les œuvres philosophiques complètes. Je suis allé moi-même vérifier, c'est vrai. Donc Deleuze part d'un texte corrompu. La volonté de puissance n'est pas un monde intérieur, mais une volonté intérieure. Ou le contraire, je ne sais plus, enfin peu importe. C'est peut-être le contraire d'ailleurs, enfin, ça n'a dans le raisonnement aucune importance. Mais qu'est-ce qu'il en a dit, Deleuze? Alors, là, je ne pourrais pas le résumer. Si, parce que je l'ai repris dans la montre, peut-être que je l'ai repris, je l'ai analysé, mais il faudrait vraiment. Ça fait l'objet ça fait l'objet d'un petit article que j'ai écrit dans un bouquin de Balk, justement. Mais là, je pourrais pas vous... Enfin, ça serait approximatif, ce que je dirais. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que dit Diorio, c'est que Deleuze, partant d'un fragment corrompu de Nietzsche, la conclusion philosophique qu'il en tire sera forcément fausse. Ou en tout cas discutable. Voilà. Moi, c'est ce principe-là qui me semble poser problème philologiquement. Parce que je crois, et pour avoir justement, c'est ce que j'essaie de démontrer dans ce passage de la thèse, moi je trouve la démonstration de Deleuze tout à fait intéressante, en tout cas moi tout à fait utile pour moi. Qu'il soit parti d'un texte qui soit corrompu est certes dommage, mais en même temps, à partir du texte corrompu, ce qui est intéressant, c'est la façon dont la chose va se tisser qui est intéressante. Diorio a raison de dire que le texte est corrompu. Diorio a évidemment raison de dire qu'il vaut mieux publier avec le texte original. Il ne s'agit pas de dire « allez, je vais publier n'importe comment ». Là où ça devient plus dangereux, c'est lorsqu'on met une bonne philosophie, on indexe, on met en rapport une bonne philosophie uniquement à une bonne philologie. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous soumettez une partie du centaure à l'autre. Il n'y aura de bonne sauvagerie, de bonne pulsion, sexuelle par exemple, que si elle est parfaitement gérée par votre appareil psychique, pulsionnel qui lui se trouve en haut. Il n'y aura de bonne façon de raisonner qu'à partir du moment où vous savez ce que vous faites de vos pulsions. Il n'y aura de bonne façon de faire de la politique qu'à partir du moment où vous savez qui est dans un camp et qui est dans l'autre, etc., etc. Donc c'est ça, pour le coup, c'est une façon de faire de la philosophie qui disjoint philologie et philosophie. Voilà, c'était là-dessus que je finissais en fait ma soutenance. C'est ça l'idée. Ouais, ça ouvre tout un champ de questions. Moi, Stéphane, je reprends les mêmes propos que René à l'époque de la thèse. Je me souviens de la phrase et je me souviens des propos de René quand il te lance une critique sur la métaphysique d'une part et d'autre part vous avez parlé sur les différents auteurs et spécialistes de Nietzsche. C'est que vous dites dans l'absolu, je comprends qu'il n'y a que les Italiens qui comprennent Nietzsche. Dans l'absolu. Attends, j'arrive. Sauf que vous n'avez jamais évoqué Heidegger, qui a fait un pavé sur Nietzsche. Oui, voilà. Alors, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, sauf que la puissance intellectuelle de Deleuze, c'est qu'il contrecarrait Heidegger sur le retour éternel, et c'est dans Nietzsche
de Deleuze, où il dit le retour du semblable. Ça veut dire que même au niveau, sur le plan philologique, ça pose un problème conceptuel. Lui qui demeure dans le concept, qui fabrique le concept. Alors, j'ai trouvé ta soutenance, disons factice, postérieure à ton existence, à ton inexistence, parce que tu n'existes pas. Ça ne veut pas dire que l'inexistence, c'est cette minorité qui comme... Et j'ai localisé une fluidité dans tes propos. Ce que vous avez fait une thèse, j'ai assisté à cette thèse, j'ai trouvé qu'il y a une fluidité, il y a un langage. Il y a un langage qui n'est pas philosophique. Il n'est pas philosophique. Il n'est pas philosophique parce qu'il y a un glissement dans une sorte de phénoménologie philologique. De phénoménologie philologique. Une phénoménologie philologique. Phénoménologie philologique. Voilà. C'est du français. Hein. Ah oui. Voilà. Alors, voilà. Et sur cette base-là que mon cher Stéphane, c'est vraiment une sorte d'orthodoxie de la façon comment analyser Nietzsche. Vous savez, Nietzsche, c'est un fiacre. Il dit que la pensée de Nietzsche, c'est un fiacre. On ne sait pas où on va. Chacun, j'ai évoqué par exemple Heidegger, on peut évoquer Heidegger dans l'interprétation de Nietzsche, on peut interpréter Fink, on peut interpréter Deleuze, on peut interpréter il y a les Nietzscheens de gauche, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, il y a d'innombrables Nietzsche. Et ta façon de produire Nietzsche, c'est pas la mienne, mais je la trouve très, très esthétiquante. Elle est d'ordre esthétique. Est-ce que tu dirais, quand tu parles de... Parce que ça, c'est intéressant, parce que les mots que je note là, c'est métaphysique, factice, pas philosophique, phénoménologie, philologique. Voilà. Ça, pour le coup, c'est exactement les mêmes termes qu'utilise Badiou pour parler de Saint-Paul, ou pour parler de Foucault. C'est exactement les mêmes. Mais c'est-à-dire sur cette question, c'est que d'une certaine manière, la philosophie, si elle ne s'indexe pas d'une manière ou d'une autre, on va le dire, à cette figure tutélaire heideggerienne, enfin, en tout cas telle qu'elle a été posée, n'est pas de l'ordre de la philosophie. Selon lui, est-ce que c'est du non-philosophique, du anti-philosophique, ça c'est une question. Voilà, donc ça j'entends totalement cette remarque-là. Moi j'aurais une question pour le coup. Je ne peux qu'adhérer à ce que tu dis. Lorsque au congrès congrès Nietzsche, de 72 à Cerisy, cette remarque est faite à Deleuze et à Lyotard, exactement la même que la tienne. 10-18, il faut que tu la lises, c'est extraordinaire. Voilà, sur la même idée. Mais alors bon, au niveau métaphysique, la question de l'énergie, vous parlez d'énergie, vous parlez de puissance, vous parlez de petites machines, vous parlez Lyotard des post-68 etc. Mais concrètement, Heidegger, enfin bon, voilà, même truc. Est-ce que vous êtes en train de faire de la philosophie ou est-ce que vous êtes en train d'aller vers autre chose, esthétique, etc. Et Deleuze répond une sorte de c'est très très drôle. Je ne sais plus les termes exacts, mais il embrouille un peu le poisson en disant oui, mais la philosophie, c'est pas uniquement ça, etc. Bon, alors il repose une question, le type en question, le Heideggerien, qui se présente comme un Heideggerien, qui se présente comme ça, le type. Donc Deleuze répond une deuxième fois, bon, l'autre abandonne. C'est à lire parce que c'est très drôle. Il dit, bon, on va voir si j'ai plus de chance avec Monsieur Lyotard. Monsieur Lyotard, et il repose exactement la même question. Et Lyotard lui répond, vous me posez une question, en me posant cette question, vous me mettez à une place d'où il m'est impossible d'y répondre. En me posant cette question, vous me mettez à une place d'où il est impossible d'y répondre. Ça veut dire que lorsqu'un Heideggerien demande à quelqu'un, je ne dis pas que tu es Heideggerien, mais c'est dans cette idée-là, bien sûr, hein, mais lorsque quelqu'un, on va dire un métaphysicien, dit à un philosophe qui ne s'indexerait pas, que ce soit vrai ou pas, à quelque chose de l'ordre de la métaphysique, c'est-à-dire que ça soit vrai ou pas, c'est-à-dire que ça soit son insu ou pas, il le met et qui lui dit « mais vous n'êtes pas philosophe parce que vous ne vous indexez pas à la métaphysique », ce que dit Lyotard à juste titre, c'est qu'en me posant la question de savoir si je peux m'indexer à la métaphysique, vous me mettez à une place de laquelle je ne peux pas répondre.
Voilà. C'est ça que ça veut dire. Concrètement, c'est, enfin moi j'ai une image en tête très précise, c'est Giordano Bruno. Il n'y a pas 36 000 façons, on ne peut pas répondre. C'est-à-dire concrètement, je ne peux répondre ni oui ni non. Est-ce que c'est de la phénoménologie philosophique? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'esthétique? Je ne sais pas. Nietzsche, les mêmes personnes, à l'époque, lui disent pas ça. Lui disent, est-ce que c'est de la poésie, ce que vous faites? C'est pas de la philosophie, c'est de la poésie. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que Guattari, par exemple, ça ne serait pas de la philosophie, mais ça serait une sorte de clinique transversale. Lorsque Antoine Spire, dans l'émission, lui pose, dans l'émission de France 3, où Guattari est interviewé, lorsqu'il lui pose, Guattari lui répond, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que vous me posez la question. Voilà. Donc en ce sens-là, je pense que ta question est bien posée, et la question est juste, mais elle ne pourra amener de réponse que si en face, il y a quelqu'un qui n'est pas dans cette position qui fait que tu pourrais lui poser. Mais c'est là où il est, je crois, qui fait que moi, le Heidegger de Nietzsche, le Nietzsche de Heidegger, je ne comprends pas. Le sophiste de Heidegger, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'à un moment, philosophiquement, il suffirait simplement de ne pas opposer l'être et le non-être, je dis bien simplement, pourquoi est-ce que forcément Heidegger se cravache, on est reparti, et c'est reparti pour un tour, et on est reparti pour 20 pages. Moi, je l'ai fait parce qu'à un moment il fallait le faire, au moment je ne pouvais plus, c'était plus possible. Mais en même temps, pour pouvoir répondre à Heidegger, je ne pourrais être qu'heideggerien. Pour répondre à Badiou, on peut être que badiusien. Sinon, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il faut. Enfin, je me rappelle une fois, René, tu avais proposé, je me souviens de ça, d'un séminaire. Je ne sais plus, tu étais un peu énervé contre Badiou. Et tu avais dit, ce qu'il faut faire, c'est on va inviter Badiou, et puis on laissera la porte entrouverte, on mettra un pseudo, et puis comme ça, quand il rentrera, il se passera. Voilà, ça c'est la. Oui. Oui. Non, et du coup, mais voilà, ça c'est. Stéphane, j'ai une expérience. Je vais vous raconter une expérience. J'étais à Sao Paulo. On a parlé sur Deleuze et Badiou et Derrida. Tout le monde parle sur Deleuze. Et quand j'ai posé une simple question, parce que j'ai écrit un article sur Nietzsche et l'interprétation psychologique. D'accord? Ah, ça m'intéresse. Oui, je vais vous filer, pas de problème. Vous savez, c'est que j'ai interpellé les Brésiliens, les Américains, tout le monde, et je dis, mais vous êtes fous. Vous êtes fous de parler sur Deleuze sans parler sur Guattari. Et là, j'ai dit, je vous invite à visiter les archives en France sur Guattari. Et tout le monde, et tout le monde, ils m'ont dit, mais oui, tu vois cette réaction. Ah oui, ça veut dire que je mets dans la pensée deleuzienne, je mets automatiquement Guattari dans la deuxième position. Vous comprenez, c'est comme Marx, Singer, tu vois, des machins comme ça. Or, dans un champ analytique, qui n'est pas théorique, qui n'est pas deleuzien, mais qui est très guattarien, tu vois une force très bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça. C'est-à-dire que l'interprétation d'une... Tu vois, par exemple, tu prends deux bouquins, Deleuze, Fink. Nietzsche et la philosophie de Nietzsche. Ok, deux livres. Un germaniste de talent, Deleuze, il maîtrise l'allemand sans problème, et l'autre c'était un allemand. Alors, vous comprenez, c'est-à-dire que... Et là, la langue, tu vois, et même la langue. Comment peut-on expliquer, par exemple, les propos de certains comme Michel Jarre, tout ça? Ils te disent, heureusement qu'il y a la langue française qui explique la philosophie de Heidegger. Heureusement qu'il y a la langue de Molière. Ils disent que ça. Même chez eux, en Allemagne, on n'arrive pas à déchiffrer ou à décoder. Parce qu'il y a des codes. Même chez Nietzsche, il n'y a que des codes dans l'absolu. Et ça, c'est vraiment... Et une lecture de ta part de cette nature, je pense qu'il y a une rareté. Parce que nous sommes formés et dans notre disque dur, on prend Deleuze, on prend Nietzsche, on prend Deleuze, on aime Nietzsche, on l'aime, pas de problème. Il a assassiné Dieu, c'est sympathique. D'accord, il n'y a pas de problème pour ça, c'est sympathique. Mais en même temps, on a un disque dur. Notre disque dur, il doit être, comment on appelle ça, formaté. Voilà, on le formate. Il faut récupérer dans le Bianchi, dans la volonté de puissance. Or, il s'avère que le véritable texte ne dit pas
Welt, mais ville. C'est ce qu'a vu Diorio, c'est ce qu'a vu Montinari en faisant les œuvres philosophiques complètes. Je suis allé moi-même vérifier, c'est vrai. Donc Deleuze part d'un texte corrompu. La volonté de puissance n'est pas un monde intérieur, mais une volonté intérieure. Ou le contraire, je ne sais plus, enfin peu importe. C'est peut-être le contraire d'ailleurs, enfin, ça n'a dans le raisonnement aucune importance. Et qu'est-ce qu'il en a dit, Deleuze? Alors, là, je ne pourrais pas le résumer. Ce que dit Diorio, c'est que Deleuze, partant d'un fragment corrompu de Nietzsche, la conclusion philosophique qu'il en tire sera forcément fausse, ou en tout cas discutable. Voilà. Moi, c'est ce principe-là qui me semble poser problème philologiquement. Parce que je crois, et pour avoir justement, c'est ce que j'essaie de démontrer dans ce passage de la thèse, moi je trouve la démonstration de Deleuze tout à fait intéressante, en tout cas moi tout à fait utile pour moi, qu'il soit parti d'un développement sur la volonté de puissance. En l'occurrence, il fait un développement sur la volonté de puissance en essayant d'analyser la volonté de puissance justement en rapport avec la gomme et la différence. C'est là où il parle du différentiel. D'accord? Voilà. Bon. Ok. Diorio, lui, philosophe moyen, deleuzien, très moyen. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, je ne vais pas m'embêter, enfin, s'il l'a lu, mais d'emblée, il part avec un a priori, c'est qu'il dit, bon, il part de ce fragment-là. Ce fragment-là, il l'a. D'accord? Et Deleuze, vas-y que mon Deleuze, vous connaissez un peu Deleuze. Allez, c'est parti. Deleuze, comment il part? Si on veut être rigoureux, nous devons prendre chacun des mots, enfin très à la Deleuze, nous devons prendre chacun des mots au sérieux. De point. Là, il nous fait un raisonnement incroyable sur ce passage qui ne comprend pas que cette phrase. Il y a 4-5 phrases. 3-4 phrases peut-être dedans. Je ne lisais pas exactement, c'est dommage, c'est sur ma thèse, mais bon, on pourrait le retrouver. Voilà. Et il fait tout. Si, parce que je l'ai repris dans la montre, peut-être que je l'ai repris, je l'ai analysé, mais il faudrait vraiment. Ça fait l'objet ça fait l'objet d'un petit article que j'ai écrit dans un bouquin de Bâle, justement. Mais là, je pourrais pas vous... Enfin, ça serait approximatif, ce que je dirais. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que